C'est l'heure de remplir votre déclaration d'impôt. Mais savez-vous réellement comment vos revenus sont taxés? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à remplir votre déclaration, mais plutôt à comprendre comment tout cela fonctionne. Quels sont vos revenus imposables? Comment fonctionnent les abattements et même les crédits et réductions d'impôts? Car vous ne pouvez pas optimiser ce que vous ne comprenez pas. Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est donc la suite de la vidéo qui est sortie lundi dernier sur les impôts. Donc pour rappel, la semaine dernière, on a vu toute la ligne que vous voyez en haut, donc la ligne traitement et salaire, BNC, BIC, revenus fonciers, RCM, plus-value de cession mobilière. On a tout traité dans la vidéo de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à mettre cette vidéo en pause, d'aller voir la vidéo de lundi dernier et de revenir par la suite pour voir cette vidéo où on va donc voir toute la suite des vidéos, c'est-à-dire à partir de RBG jusqu'à votre impôt définitif. Donc comment l'administration fiscale, une fois qu'elle a traité tous les revenus que vous avez, prend en compte ces revenus pour calculer votre impôt. Et donc on va pas perdre plus de temps et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc une fois que l'administration fiscale et que vous, dans votre déclaration d'impôt, en fait, vous avez choisi comment tous vos revenus vont être traités, donc c'est-à-dire au régime micro, au régime réel pour certains revenus, avec les frais réels ou avec un abattement forfaitaire pour certains autres, etc. Une fois que tout ça c'est fait, en fait, l'administration fiscale elle va additionner tous vos revenus pour obtenir ce qu'on appelle le revenu brut global, le fameux RBG. Donc pour l'obtenir, vous devez additionner ou soustraire tous les montants obtenus dans les catégories ci-dessus. On dit ou soustraire parce qu'il y a certaines catégories, par exemple les revenus fonciers, si vous faites du déficit foncier, vous pouvez être en négatif sur certaines catégories et donc ça vient déduire, pour rappel, certains de vos autres revenus et donc diminuer votre revenu brut global également. Une fois qu'on a ce revenu brut global, en fait, il faut qu'on passe au revenu net global. Et donc pour passer du brut au net, on va déduire les pensions alimentaires versées, les cotisations d'épargne retraite, donc les versements volontaires faits sur les plans épargne retraite qui sont déductibles de votre revenu imposable, et une partie de la CSG afférente aux revenus du patrimoine et aux produits de placement. On va le voir un petit peu plus loin, mais on en a quand même déjà un petit peu parlé la semaine dernière. En fait, sur les revenus de placement, vous avez donc les prélèvements sociaux qui s'appliquent, les 17,2%. Et dans une partie de cette 17,2%, vous avez ce qu'on appelle la CSG. Et cette CSG, quand vous passez ces revenus au barème, et uniquement quand vous les passez au barème, vous avez une partie de cette CSG que vous payez qui sera déductible l'année suivante de votre revenu brut global pour obtenir votre revenu net global. Le point où vous pouvez le plus facilement agir à cette étape-là, c'est vraiment les cotisations d'épargne retraite. C'est-à-dire que si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est très élevée, c'est-à-dire 30, 41 ou 45, et que vous avez du cash de disponible, honnêtement, vous devriez vraiment réfléchir et vous renseigner pour ouvrir un contrat de plan épargne retraite. Parce que tout ce que vous allez pouvoir verser sur ce plan épargne retraite, ça sera déduit de votre revenu imposable. Donc autrement dit, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans la tranche à 30%. S'il verse 10 000 euros sur son plan épargne retraite en cours d'année, c'est 3 000 euros d'impôts qu'ils ont économisés. Alors, pour être tout à fait honnête, si vous ressortez ces revenus à la retraite, parce que c'est vraiment l'objectif du plan épargne retraite, vous serez taxé à la sortie, mais l'objectif est de se dire que normalement, à la sortie, vous aurez des revenus un petit peu plus faibles lorsque vous serez à la retraite. Et donc, vous aurez aussi potentiellement une tranche marginale d'imposition qui sera également plus basse, et donc c'est là que se fait la réelle économie d'impôt. Par ailleurs, il est aussi possible que vous ne sortiez jamais ces revenus de votre plan épargne retraite, même si ce n'est pas l'objectif, on est bien d'accord, on mourir avec son argent. Mais si jamais ça arrive, vous aurez défiscalisé pendant vos années de travail et vous n'aurez jamais été refiscalisé puisque vous n'allez jamais récupérer les revenus du plan épargne retraite. Donc vraiment, renseignez-vous là-dessus, c'est un contrat qui peut être intéressant dans certaines situations, surtout pour les gens qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, encore une fois.
Après, par contre, il faut quand même bien prendre en compte que c'est des revenus qui seront bloqués jusqu'à votre retraite. Sauf quelques cas de déblocage anticipés qui sont assez catastrophiques pour votre vie. Donc, fin de droit au chômage, surendettement, des choses comme ça. Donc, vraiment des choses pas marrantes. Et il y a un cas de figure également qui est donc la construction de la résidence principale. Mais alors, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner et après, on passe à autre chose parce qu'on n'est pas là pour faire une vidéo sur le plan épargne retraite. Ne vous dites jamais que vous allez débloquer l'argent de votre plan épargne retraite pour votre résidence principale parce que là, vous allez vous faire allumer. C'est-à-dire que si vous récupérez ces fonds pour débloquer pour votre résidence principale, pour l'acquisition de votre résidence principale, à ce moment-là, tous les fonds que vous allez être récupérés vont être taxés à votre tranche marginale d'imposition en plus de vos revenus. Donc vous allez vraiment vous faire dilapider, quoi. Donc vraiment, il n'y en a aucun intérêt à faire ça. Si vous avez besoin d'argent parce que vous allez acquérir votre résidence principale, ne le mettez pas sur un plan épargne retraite, tout simplement. Et l'argent que vous mettez sur votre plan épargne retraite, c'est bloqué jusqu'à votre retraite, point barre. Donc une fois qu'on a le revenu net global, on va devoir passer au revenu net imposable. Et donc pour passer du revenu net global au revenu net imposable, on peut déduire les charges des personnes qu'on a pour les personnes âgées, pour les invalides, les particuliers ayant un enfant marié, pacsé ou chargé de famille rattaché à leur foyer fiscal. Donc ça c'est pareil, c'est des cas qui sont un petit peu atypiques, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais globalement, on va partir du principe que revenu net global et revenu net imposable, dans la majorité des cas, ce sera la même chose. Donc une fois qu'on a ce revenu net imposable, qu'est-ce qu'on en fait? Donc à partir de cette étape, je vous ai créé un exemple, un cas concret, et on va faire les calculs ensemble sur ce cas concret. Donc, il va nous suivre jusqu'à la fin de la vidéo, ce cas concret. Et donc pour cet exemple, nous allons imaginer que nous faisons la déclaration d'impôt pour un couple marié qui a 2 enfants. Leur revenu brut global est de 80 000 euros. Ils ont versé chacun 2 000 euros sur un plan d'épargne retraite. Aucun d'entre eux ne paye de pension alimentaire et ils n'ont pas de CSG déductible. Donc, du coup, leur revenu net global, qui est donc de 80 000 euros, mais ils ont versé chacun 2 000 euros sur un plan épargne retraite, donc 2 000 x 2, ça fait 4 000. Donc on enlève 4 000 euros à 80 000 euros et ils ont donc 76 000 euros de revenu net global. Enfin, ils n'ont pas de personnes âgées à charge, ni de personnes invalides, ni d'enfants majeurs rattachés à leur foyer fiscal. Donc leur revenu net imposable, c'est bien 76 000 euros. Donc à partir de là, l'administration fiscale, elle va regarder le nombre de parts. Donc ça, c'est la première étape, c'est de déterminer le nombre de parts, la première étape du calcul de l'impôt. Donc un célibataire représente une part. Un couple qui fait une déclaration commune, donc marié ou pacsé, c'est 2 parts, un chacun. Un couple avec un enfant, c'est 2,5 parts. Le premier enfant ne représente qu'une demi-part. Un couple avec 2 enfants, c'est 3 parts, parce que le deuxième enfant ne représente lui aussi qu'une demi-part. Et à partir du troisième enfant, chaque enfant supplémentaire à partir du troisième, c'est à nouveau une part supplémentaire. Donc un couple avec 3 enfants représente 4 parts. Donc pour notre exemple, la famille représente donc 3 parts, puisque 2 parents qui ont une part chacune, et donc 2 enfants qui représentent une demi-part chacun. Donc à partir de là, quand on a le revenu net imposable et le nombre de parts, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le quotient familial. Donc le quotient familial, c'est le nombre qui nous servira au calcul de votre impôt. Pour l'obtenir, vous devez diviser le revenu net imposable par le nombre de parts. Donc dans notre exemple, 76 000 divisé par 3. 76 000, c'est bien leur revenu net imposable, 3 le nombre de parts, et donc ça leur fait un quotient familial de 25 333, arrondi à l'inférieur. Il nous faut désormais passer ce nombre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc on va regarder le tableau juste après. En effet, trop de gens pensent que si leur taux marginal d'imposition, donc la fameuse TMI, est égal à 30%, c'est qu'ils payent 30% d'impôt sur leur revenu. Or, comme nous allons le voir, l'impôt sur le revenu est un impôt qui est progressif. Donc c'est ce qu'on va voir sur le tableau juste après. Donc voilà, ça c'est le fameux tableau du barème progressif applicable au revenu 2024 que vous trouverez sur le site de l'administration fiscale. Encore une fois, vous aurez le lien en description. Donc, jusqu'à 11 497 euros, vos revenus sont taxés à 0%. Entre 11 498 euros et 29 315, ces revenus sont taxés à 11%. De 29 316 à 83 823, c'est 30%.
De 83 824 à 180 294, c'est 41%. Et au-delà de 180 294, c'est 45%. Donc, on va voir ce que ça donne pour notre exemple. Donc, dans notre exemple, le quotient familial de la famille, c'est 25 333 euros. Donc, je fais juste un petit point d'aparté ici. Vous voyez que ce n'est pas leur revenu qu'on va traiter et qu'on va passer dans le barème de l'impôt sur le revenu, mais bien leur quotient familial. Puisqu'en fait, s'ils ont un revenu brut global, dans notre exemple de 80 000 euros, ça veut dire qu'en plus, il y a des abattements qui ont été appliqués auparavant. Donc peut-être qu'ils gagnent 100 000 euros en réalité par an. Ça leur a donné un revenu brut global de 80 000 euros. Et ce n'est pas ces 80 000 euros-là qu'on va passer de 0 à 11 497, c'est 0% d'impôt, etc. C'est vraiment le quotient familial. Donc le nombre de parts a un impact très important sur l'impôt sur le revenu. Donc, dans notre exemple, concrètement, ça donnerait 0% d'impôt jusqu'à 11 497 euros et 11% entre 11 498 et 29 315. Leur quotient familial étant de 25 333, c'est inférieur à 29 315, donc on n'aura pas besoin d'aller dans une tranche du dessus. Leur tranche marginale d'imposition, ce sera bien 11% dans cet exemple. Et donc, on va pouvoir faire 25 333, qui est donc leur quotient familial, auquel on va soustraire 11 498, qui est donc la somme qui est exonérée d'impôt, les 11 497, ce qui leur fait donc 13 835 euros à 11%, soit 1522 euros d'impôt. Donc, cela nous donne l'impôt théorique. À cette étape, il nous faut aborder le plafonnement du quotient familial. En effet, l'administration fiscale nous dit que chaque demi-part supplémentaire, donc à chaque fois que vous avez un enfant, deux enfants, trois enfants, etc., chaque demi-part ne peut pas vous faire économiser plus d'un certain montant qui est réévalué chaque année. Pour cette année, pour la déclaration de 2025 sur les revenus de 2024, le montant c'est 1791 euros. Donc afin de vérifier que dans notre exemple, on ne dépasse pas ce montant-là, il nous faut refaire le calcul sans les demi-parts supplémentaires afin de nous assurer que l'économie d'impôt par demi-part n'est pas supérieure à ce montant. Donc là, en fait, on va refaire le calcul comme si monsieur et madame n'avaient pas d'enfants et s'ils n'avaient que 2 parts. Du coup, ça donnerait donc quotient familial 76 000 divisé par 2, 38 000 euros. Donc 38 000, on le passe dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toujours 0% d'impôt jusqu'à 11 497. 11% d'impôt entre 11 498 et 29 315. Et 30% d'impôt entre 29 316 et 83 823. Donc 38 000, c'est inférieur à 83 823. Donc on s'arrête là dans le barème progressif. On n'a pas besoin d'aller sur les tranches du dessus. Du coup, cela nous donnerait 29 315, qui est donc le plafond de la tranche à 11%, moins 11 497 euros, qui est donc le plafond de la tranche à 0%. Ça fait donc 17 818 euros fois 11%. Donc ça leur fait 1960 euros d'impôt. Et ensuite, vu qu'on est au-dessus de 29 315, on est à 38 000, on fait 38 000 moins 29 315, et c'est ce qui dépasse, donc c'est 29 315, qui est taxé à 30%. Donc 38 000 moins 29 315 fois 30%, soit 1960 plus 2605. Ça fait que si monsieur et madame n'avaient pas d'enfants, ils paieraient 4 565 euros d'impôt. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact qu'ont les demi-parts en plus. Donc sans enfants, cette famille aurait payé 4 565 euros d'impôt. Avec les enfants, ils en payent 1522 euros. Les deux demi-parts leur permettaient une économie maximum de 1791 x 2, donc 3582 euros. Ça, c'est le plafonnement du quotient familial pour les deux demi-parts. Dans notre exemple, les deux demi-parts leur font économiser 3043 euros. Puisque donc on fait 4565 moins 1522. Donc le plafonnement du quotient familial est respecté et l'impôt brut de la famille est donc bien de 1522 euros. Donc, une fois que ça c'est fait, l'administration fiscale va appliquer une décote sur cet impôt. Donc la décote est égale à la différence entre 1470 euros et 45,25% du montant de votre impôt et est déduite de ce dernier. On va faire le calcul pour notre exemple. Ça donne donc 1470 moins 1522 fois 45,25%.
soit 1470 moins 688,71, c'est-à-dire 781 € arrondi à l'inférieur. Le montant d'impôt après décote est donc de 1522, qui était leur impôt de base, moins 781 € de décote, soit 741 €. Leur impôt avant réduction et ou crédit d'impôt est donc de 741 €. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite, puisque pour rappel, on est passé de 4565 € d'impôt s'ils n'avaient pas d'enfants, à 1522 € parce qu'ils ont des enfants, et à même 741 € après la décote. Et on n'a encore pas vu les réductions d'impôt et les crédits d'impôt. Donc vous voyez, il y a des choses à optimiser, il y a des choses à faire. Et je pense que la plupart des gens ne le savent pas forcément. Et il y a des choses, si vous ne les notez pas ou si vous ne cochez pas les bonnes cases dans votre déclaration d'impôt, l'administration fiscale, elle ne va pas le faire pour vous. Et donc, vous allez passer à côté de certaines économies d'impôt importantes que vous auriez pu bénéficier sans le savoir, même parce que vous ne savez même pas que ça existe, et si personne ne vous le dit, vous ne pouvez pas le savoir. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle était importante à faire pour moi, et vous voyez que ça peut avoir un réel impact sur la facture que vous allez payer à la fin en fait. Donc une chose importante à préciser quand même, pour la décote, vous n'avez rien à faire, l'administration fiscale fera le calcul automatiquement et pour tout le monde. Là, vous n'avez pas de case spécifique à cocher ou de choses à remplir, ça sera vraiment fait automatiquement. Allez, on poursuit. Donc, on va parler maintenant des réductions d'impôts. Donc, déjà, sur cette première slide, je vais vous expliquer quelle est la différence entre une réduction d'impôt et un crédit d'impôt. Et ensuite, on verra en fait toutes les réductions d'impôt qui existent et puis après, tous les crédits d'impôt qui existent. Donc, la réduction d'impôt vient en déduction de l'impôt calculé selon le barème progressif avant imputation d'éventuels crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, il ne peut pas y avoir de remboursement. Votre impôt est donc ramené à 0 €. Le crédit d'impôt est également déduit de l'impôt calculé. Mais contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus ou la totalité si vous n'êtes pas imposable donne lieu à un remboursement par la Direction générale des finances publiques. Autrement dit, vous payez 500 € d'impôt, vous avez une réduction de 700 € d'impôt, et bah tant pis pour vous, vous avez perdu 200 €. Vous avez un crédit d'impôt de 700 € et toujours une imposition de 500 €, l'administration fiscale vous remboursera 200 € et vous ne payerez pas d'impôt. Donc voilà, la réduction, c'est vraiment ça la différence. La réduction, elle ne vous est pas remboursée en fait s'il y a un surplus. Le crédit d'impôt, lui, vous est remboursé. Donc, quelles sont les réductions d'impôt qui existent? Donc la première, c'est la réduction d'impôt pour les frais de scolarité. Donc pour y être éligible, votre enfant doit être à votre charge ou s'il est majeur, être rattaché à votre foyer fiscal. Poursuivre ses études secondaires, collège, lycée ou supérieur durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. Ne pas être lié par un contrat de travail. Ne pas être rémunéré. Votre enfant peut toutefois être boursier et recevoir des indemnités au cours d'un stage obligatoire. Le montant de la réduction varie selon le cycle d'enseignement. Donc c'est 61 € pour le collège, 153 € pour le lycée et 183 € pour l'enseignement supérieur. Donc pour notre exemple, on part du principe que les deux enfants sont au collège. Ils ont donc droit à une réduction d'impôt de 61 € x 2 enfants, soit 122 €. Ce qui fait que leur impôt après cette réduction d'impôt est de 619 €. Vous avez ensuite la réduction d'impôt liée au versement d'une pension alimentaire. Vous pouvez déduire de vos revenus à certaines conditions la pension alimentaire versée à un enfant qui n'est pas compté à votre charge. C'est-à-dire que si vous avez un enfant mais qui n'est plus rattaché fiscalement à votre foyer fiscal, c'est-à-dire qu'il ne compte pas une demi-part ou une part en plus dans votre quotient familial, à ce moment-là, vous avez le droit à la réduction d'impôt. Alors, je vous laisserai aller voir dans le détail toutes les conditions, mais et si vous lui versez une somme d'argent pour qu'il puisse subvenir à ses besoins tous les mois, ça vous fait une réduction d'impôt sur votre imposition. Ça marche aussi pour votre époux ou votre ex-époux et un parent ou un grand-parent. Vous avez également une réduction d'impôt afférente aux dépenses liées à la dépendance. Donc, afin de soutenir les personnes hébergées en structure médicalisée, un cadre fiscal spécifique a été mis en place leur permettant de réduire leur impôt sur le revenu d'une partie des dépenses occasionnées par la dépendance. Les dépenses ouvrant droit à une réduction d'impôt sont celles liées à la dépendance et à l'hébergement. La réduction d'impôt est de 25% des dépenses supportées dans la limite annuelle de 10 000 € par personne hébergée.
Encore une fois, vous aurez les liens en description pour en savoir plus. On ne va pas rentrer plus que ça dans les détails, hein. Vous avez une réduction d'impôt liée à un investissement immobilier défiscalisant. Donc on parle ici des dispositifs Pinel, Duflot de Normandie. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Je vous invite vraiment à aller la regarder pour avoir plus d'infos sur ces dispositifs d'immobilier défiscalisant et comment ça fonctionne. Vous aurez tout ce qu'il y a à savoir. Le dispositif Locavantage. Donc Locavantage est un dispositif qui vous permet, en proposant à la location un logement à un loyer inférieur à celui du prix du marché, de bénéficier d'une réduction d'impôt si vous respectez certaines conditions. Il remplace la déduction fiscale loué abordable. Le montant de la réduction d'impôt dont vous bénéficiez peut aller de 15 à 65%, dépendamment de certains facteurs. Encore une fois, vous avez l'article de l'administration fiscale en description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. La réduction d'impôt dite Madelin. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dite Madelin si vous souscrivez au capital de petites et moyennes entreprises, donc les fameuses PME. Le montant de cette réduction d'impôt varie selon l'entreprise dans laquelle vous investissez. Et enfin, la réduction d'impôt pour dons aux associations. Donc le don aux associations peut donner lieu à une réduction d'impôt de 66%, voire 75% du montant versé selon l'association choisie, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour être éligible à la réduction d'impôt, vos versements, quelle qu'en soit la forme, doivent être désintéressés et ne comporter aucune contrepartie. Donc dans notre exemple, le couple a fait une donation de 50 € en 2024 au Resto du Cœur. Comme les Restos du Cœur, c'est une association reconnue d'utilité publique, vous avez le droit à la déduction de 75%. Donc ils ont donc droit à la réduction de 75%, donc 50 fois 75%, ça fait 37,50 €. Cela leur fait donc un impôt après cette réduction de 581,50 €. On passe maintenant au crédit d'impôt. Donc les crédits d'impôt services à la personne. Dans le but de favoriser le développement des services à la personne, un cadre fiscal spécifique a été mis en place pour ce secteur. Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu si vous employez un salarié à domicile, que vous exerciez une activité professionnelle ou que vous soyez sans activité ou retraité. Donc en gros, si vous avez un cuisinier à domicile, une femme de ménage qui vient faire quelques heures ou quoi que ce soit, ça vous ouvre droit à un crédit d'impôt service à la personne. Donc vous avez les articles de loi du Code du travail qui listent l'ensemble des activités éligibles et le crédit d'impôt s'élève à 50% des dépenses engagées pour les prestations de services à la personne dans la limite d'un plafond qui varie entre 12 et 20 000 € par an selon votre situation. Donc vous voyez, c'est quand même très intéressant parce que, alors, on n'a pas tous des employés de maison, hein, c'est sûr, mais pour les hauts revenus, ça peut vous faire jusqu'à 6 à 10 000 € de crédit d'impôt par an selon votre situation. Donc ça reste quand même pas du tout négligeable. Vous avez également le crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants. Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses supportées pour la garde de vos enfants ou petits-enfants hors de votre domicile. Les frais de garde sont retenus dans la limite de 3 500 € par an, donc 1 750 € par enfant en résidence alternée, et l'enfant doit être compté à votre charge, avoir moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et être gardé dans un établissement d'accueil d'enfants de moins de 6 ans ou par une assistante maternelle agréée. Donc vous voyez, moi j'ai pas d'enfant hein, pour l'anecdote, donc je suis pas au courant, mais je sais que ça coûte très cher hein, les frais de garde d'enfants, les frais de nounou, les choses comme ça. Donc avoir un crédit d'impôt là-dessus, si votre enfant a moins de 6 ans, que vous payez la nounou, vous pouvez déduire quand même jusqu'à 3 500 € par enfant de crédit d'impôt. Donc ça vous ferait 1 750 € de crédit d'impôt. C'est quand même intéressant dans la mesure où de toute façon ces frais de garde, vous devez les payer. Donc autant en profiter si vous avez le droit à un crédit d'impôt par rapport à ça. Le crédit d'impôt installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vous faites installer une borne de recharge de véhicules électriques dans votre résidence principale ou secondaire, que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Donc pour une seule personne, le crédit d'impôt est limité à un système de charge pour un même logement. Pour un couple marié ou pacsé, le crédit d'impôt est limité à 2 systèmes de charge pour un même logement. Dans ce cas, vous devez être soumis à une imposition commune. Le crédit d'impôt
est égal à 75% du montant des dépenses et l'avantage est limité à 500 € par système de charge pilotable. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, vous devez être domicilié fiscalement en France. Donc, il se trouve que notre couple a installé une borne de recharge pour un véhicule électrique en 2024. Donc, cela leur a coûté 1 500 €. Ils ont donc droit à un montant maximum de crédit d'impôt de 500 €. Leur impôt définitif sera donc de 581,50 € moins 500 € de crédit d'impôt, 81,50 € d'impôt final. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est parti de 80 000 € de revenus bruts global, qui, s'il n'avait pas eu d'enfant, leur aurait coûté à peu près, je me souviens plus exactement, mais 4 500 € d'impôt. Pour au final, une fois qu'on a rajouté les parts, tomber à 1 522 €. Avoir droit à des réductions d'impôts parce que les enfants sont au collège et parce qu'ils ont fait un don à une association. Avoir droit à un crédit d'impôt parce qu'ils ont installé une borne de recharge pour un véhicule électrique. Et donc faire tomber cet impôt à 81,50 €. Donc vous voyez, quand on fait sa déclaration d'impôt, même s'il y a des choses qui vont être calculées automatiquement par l'administration fiscale, comme la décote notamment ou d'autres choses, il y a quand même des choses à savoir pour appliquer déjà les bons abattements sur les revenus, bien choisir son régime fiscal entre réel et micro, savoir si ça vaut le coup de rester au prélèvement forfaitaire unique ou de réintégrer ses revenus au barème. Il y a quand même pas mal de choses à savoir afin de pouvoir optimiser sa déclaration d'impôt. Et même après ça, c'est quand même important de savoir qu'on a certaines réductions d'impôt et certains crédits d'impôt qui existent, qu'on ne connaît pas tous forcément, et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont éligibles à certaines choses. Alors les crédits d'impôt, généralement, on est au courant parce que on passe souvent par des entreprises tierces pour recourir à des services, que ce soit femme de ménage, garde d'enfants ou installation de véhicules électriques. Et généralement, ces entreprises nous le disent. Pour ce qui est de la réduction d'impôt, par contre, je suis sûr qu'il y a des choses auxquelles on peut passer au travers, notamment le don aux associations. On peut avoir donné à une association et parfois ne même pas s'en rappeler et ne pas savoir que ça ouvre droit à une réduction d'impôt. Et donc tout ça, c'est quand même des choses qui sont quand même importantes à savoir parce que comme vous voyez, ça peut avoir un impact qui est non négligeable sur la facture finale et sur le montant de votre impôt. Eh bien écoutez, il me semble qu'on est arrivé au bout du schéma. Donc comme je vous ai dit dans la première vidéo, on avait vu comment l'administration fiscale allait traiter tous vos revenus en fonction et de quel choix surtout vous aviez en fonction de la catégorie des revenus et des régimes rattachés à cela. Ensuite, dans cette deuxième vidéo, donc on a vu, une fois qu'on avait le total de vos revenus qui était calculé, comment l'administration fiscale allait le traiter en fonction du coup du nombre de parts, etc. On est donc passé du revenu brut global au revenu imposable. On a calculé le nombre de parts et votre quotient familial, qu'on a passé au barème. Ça nous a donné notre impôt brut, auquel on a enlevé les réductions et crédits d'impôt. Et ça nous donne bien votre impôt définitif. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'on n'a pas encore terminé. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée tout le long de cette vidéo, enfin on en a parlé, mais on n'est jamais rentré dans le vif du sujet, ce sont les prélèvements sociaux. Donc, les prélèvements sociaux, ça c'est quelque chose, autant l'impôt, vous avez des dispositifs comme l'assurance vie, le PEA ou quoi, qui peuvent vous permettre d'être exonéré et d'y échapper, autant les prélèvements sociaux, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais y échapper. Donc, quels sont les revenus qui sont soumis aux prélèvements sociaux? Donc les revenus fonciers, que ce soit en location nue ou en location meublée, les plus-values immobilières et sur certains biens meubles, les rentes viagères constituées à titre onéreux, certains revenus financiers, les plus-values de cession de valeur mobilière, les principaux revenus d'épargne et de placement, donc produits de placement à revenus fixes, dividendes, produits ou bons de contrat de capitalisation et d'assurance vie, les revenus de l'épargne salariale, les revenus de l'épargne logement, que ce soit CEL ou PEL, les gains réalisés ou rentes viagères versées en cas de retrait ou de clôture d'un PEA. En fait, tous les revenus sont concernés, sauf ceux qui en sont exonérés, donc les intérêts du livret A, les intérêts du livret jeune, les intérêts du livret d'épargne populaire, les intérêts du livret de développement durable, les intérêts d'un livret d'épargne entreprise et les gains d'un plan épargne avenir climat. Tout le reste, c'est soumis aux prélèvements sociaux.
Donc, si vous résidez en France et que vous travaillez dans un pays de l'espace économique européen, donc l'Union européenne avec l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n'êtes pas soumis à la CSG ni à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 est dû. Donc, le montant des prélèvements sociaux est de 17,2%, donc 9,2% de CSG, 0,5% de CRDS et 7,5% de prélèvements de solidarité. À quel moment est-ce que vous allez les payer ? Eh bien, en fait, ça dépend de quel type de revenus vous recevez. Si ce sont des revenus du patrimoine, comme des revenus fonciers par exemple, à réception de votre déclaration d'impôt, les prélèvements sociaux que vous devrez régler seront acquis dans votre montant d'impôt à régler. Et donc, vous les payez en même temps que vous payez votre solde d'impôt si vous en avez un. Pour les revenus de placement, aucune démarche n'est à effectuer puisque ces derniers sont pris automatiquement à chaque fois que vous recevez des revenus de capitaux mobiliers ou plus-value de cession mobilière ou lorsque vous sortez des enveloppes comme le PEA et l'assurance vie. C'est le fameux prélèvement forfaitaire unique. Vous savez, la fameuse flat tax à 30%. Comme je vous ai dit, 30%, en fait, c'est 12,8%, c'est de l'impôt. Et les 17,2% restants, c'est les prélèvements sociaux. Donc, quand vous recevez au 31 décembre les intérêts sur votre PEL, ils sont pris tout de suite. Quand vous faites un rachat sur votre contrat d'assurance vie et que vous avez des plus-values, ils sont pris tout de suite. Quand vous recevez des intérêts parce que votre compte à terme est arrivé à échéance, ils sont pris tout de suite. Donc, vous n'avez rien à déclarer, rien à faire. Ils sont pris automatiquement. On en a parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, la CSG déductible. Donc pour bénéficier d'une CSG déductible, vous devez avoir choisi l'imposition au barème progressif pour vos revenus du patrimoine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La CSG déductible, ça ne marche que pour les revenus qui sont imposés au barème. Si vous choisissez le prélèvement forfaitaire unique, il n'y aura pas de CSG déductible. C'est donc impossible si vous avez choisi l'option du prélèvement forfaitaire unique de 30%, également appelé flat tax. Si vous avez payé des prélèvements sociaux sur certains revenus de votre patrimoine, revenus fonciers par exemple, une part de la CSG versée au taux de 9,2% est déductible de vos revenus. Cette part déductible est de 6,8%. Les autres prélèvements sociaux ne sont pas déductibles de vos revenus. Donc les 2,4% de part restante de la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité ne sont pas déductibles. La déduction se fait sur les revenus de l'année du paiement de la CSG. C'est-à-dire que si vous avez payé de la CSG en 2024, ça va venir en déduction de vos revenus, de vos revenus 2024, donc sur la déclaration 2025. Donc par exemple, vous pouvez déduire de vos revenus de 2024 déclarés en 2025 la part déductible de CSG payée en 2024. Voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de cette série de vidéos sur les impôts. C'était très dense, c'était très intense, c'était très long également à faire comme vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, la fiscalité, c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup plu. Et je trouve que c'est assez passionnant de comprendre au moins comment fonctionnent les mécanismes. Avant de travailler dans le secteur dans lequel je travaille actuellement, j'avais aucune connaissance de tout ça. Et je pensais, comme la plupart des gens, que quand on était dans la tranche à 11, c'est qu'on payait 11% d'impôts sur notre revenu. Ce qui est absolument pas le cas. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que ça vous aura enlevé certains mythes que vous pouviez avoir, que ça vous aura appris certaines choses. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas également à aller liker celle de la semaine dernière si elle vous a plu également. Si vous connaissez des gens qui auraient pu être intéressés par cette série de vidéos, n'hésitez pas à leur faire suivre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous apprendre à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!